bienvenue à cette séance d'entretien avec nos stagiaires, les jeunes présentateurs édition 2019 sur Canal 2 International. Ils sont 12 jeunes qui aspirent à exercer le métier d'animateur, de journaliste, de présentateur et bien d'autres avec qui nous allons nous entretenir. Je suis Michael Tipio, journaliste, présentateur d'émissions à Canal 2 International et à la radio Vision Suite FM, présentateur notamment du journal de 19h50, de la revue de presse, la tranche matinale de l'émission d'entretien Parole d'Homme, de Canal Presse de temps en temps et de bien d'autres programmes sur ces antennes. Reporter également pour la même chaîne de télévision. Je crois qu'on va s'arrêter là, je vais m'arrêter là pour ma présentation et la parole sera aux jeunes présentateurs qui vont poser leurs questions et on va répondre tout simplement. C'est un exercice qui va nous prendre 30 minutes. 30 minutes, voilà. On va commencer par qui? Qui veut prendre la parole? Oui, vous vous présentez simplement et vous posez votre question. Merci de me passer la parole. Moi, c'est Ntep Laurent Yvon, candidat justement pour le dit concours. Après votre présentation, j'ai pu remarquer que sous vos multiples casquettes, vous faites la revue de presse, vous présentez Parole d'Homme le 19h50 et vous êtes reporter en même temps. Alors, je voulais savoir comment vous faites pour pouvoir conjuguer toutes ces responsabilités-là avec aisance, parce que j'ai pu remarquer la dernière fois à Parole d'Homme que vous aviez un talent particulier pour faire dire des choses. Donc, je voulais savoir s'il y a des astuces particulières ou bien c'est juste l'expérience. Comment vous faites pour pouvoir, lorsque vous êtes sur Parole d'Homme, tenir bien cette casquette-là au 19h50, bien le faire? Je voudrais savoir comment vous faites. Vous avez le prénom, c'est encore Laurent. Laurent, le secret, c'est juste l'organisation. C'est juste pouvoir s'organiser. Quand vous partez de la maison le matin, vous faites un planning de la journée, puisque vous savez évidemment ce qui vous attend de toute la journée. On fait un planning de la journée avec des heures naturellement. Vous donnez 1 heure, 2 heures pour faire telle ou telle chose, pour préparer. Par exemple, vous dites j'ai 4 heures durant la journée pour pouvoir préparer mon émission. Et vous, si vous faites circonscrire toutes les heures justement dans les 4 heures, vous dites entre telle heure et telle heure, je vais préparer Parole d'Homme. Et puis entre telle et telle autre heure, je vais préparer mon journal. Donc ce n'est qu'une question d'organisation. C'est vrai, une journée, ça va parfois très vite. On ne voit pas souvent le temps passer. Vous pouvez arriver au bureau à 6 h le matin ou à 5h30 pour préparer ou présenter une revue de presse. Et après, dès que vous avez terminé, après la conférence de rédaction, il est pratiquement 9h30, 10 h par là. Vous oubliez même qu'il vous faut prendre un petit déjeuner. Vous vous lancez déjà dans la préparation d'une autre émission, par exemple l'édition du journal de 13 h où il faut être à la réalisation par exemple. Vous y allez rapidement au pas de course parce que vous savez qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ce n'est que ça, l'organisation. Et vous vous dites, après telle heure, j'aurai déjà achevé telle chose. Et telle autre heure est consacrée à telle autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est juste une question d'organisation, je vais dire ça ainsi. Et puis après, vous y mettez un peu de votre imagination, un peu de réflexion et autres. Ça coûte beaucoup intellectuellement, mais bon, on n'a pas le choix. On va dire ça comme ça. Quand on fait quelque chose qui passionne, on y arrive toujours. Voilà. Oui. Bonjour Michael. Bonjour. Moi c'est Patel Yankel. Patel. Voilà, ma question est celle de savoir quelle est la chose que le journaliste doit impérativement faire pour être considéré comme tel par la corporation. Mais écoutez, la chose que le journaliste doit faire pour être considéré comme journaliste, c'est justement de donner des informations. C'est le rôle du journaliste déjà, donner des informations au public, mais ne donner que la vraie information. Le journaliste, c'est celui qui donne les infos, pas celui qui donne les fake news. Par exemple, comme on en voit au quotidien, c'est de respecter l'éthique, la déontologie du métier et ne faire que ce que le métier recommande, ce que la déontologie recommande, ce que l'éthique recommande et autres. Le code de déontologie, il y en a. Au Cameroun, par exemple, la charte de Munich et bien d'autres instruments internationaux qu'un journaliste doit respecter. C'est de ça qu'il s'agit, ne faire que son métier, éviter les francs-tireurs et autres, c'est-à-dire donner des informations parfois pour nuire et bien d'autres, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne faire que son boulot en respectant les canons du métier de journaliste pour être respecté par la corporation. Voilà.
Oui, là le micro. Bonjour Michael. Bonjour. Moi c'est Adam Tiamabé, candidat au concours du jeune présentateur télé. Alain, c'est ça? Adam Tiamabé. Adam. Oui. Ok. Alors, comment est-ce qu'on se sent quand on présente les JT, le journal télévisé du 19h50, déjà le journal qui est le plus suivi, et après, quel travail on abat au quotidien pour arriver à ce niveau-là, à ce statut? Bah écoutez, on se sent bien quand on présente le journal. C'est toujours bien, vous l'avez dit, c'est le journal le plus regardé, c'est vrai. Et on se sent bien d'être devant des millions de téléspectateurs chaque soir et de pouvoir leur donner des nouvelles. C'est un privilège, je vais dire ça ainsi. On ne peut que se sentir bien. Et ce qu'on a à faire au quotidien, c'est de se battre, d'essayer autant que faire se peut, de bien le faire pour capter l'attention de ceux qui vous regardent, qu'à la fin de votre JT, que les gens se disent, voilà, j'ai retenu quelque chose ce soir, j'ai appris quelque chose, j'ai eu des informations que je n'avais pas avant, mais que les gens soient satisfaits, mais pas que les gens repartent étant mécontents, peut-être parce que la prestation n'a pas été bonne ou alors parce que vous avez donné des infos qui n'étaient pas exactement ça et tout. Voilà, c'est un peu ça. On se sent bien, justement, en informant les gens et c'est ça justement, c'est ça l'une des choses les plus importantes dans ce métier, de pouvoir dire aux gens, de pouvoir informer les gens, dire aux gens, donner des nouvelles aux gens chaque soir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Patrick Billon, justement candidat au concours jeune présentateur télé. Déjà, je tiens à vous dire que c'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Oh, merci. Ma question, elle est toute simple. Aujourd'hui, on voit bien sûr M. Michael Tipkio à la télé, au journal, Parole d'homme, très bien présenter ses émissions, avoir même des voix off. Mais quel est le parcours de M. Michael Tipkio? Je parle bien sûr du parcours académique et comment ça se fait qu'il arrive là aujourd'hui? Parcours académique, je suis, je vais dire ça, titulaire d'un master en sciences de l'information et de la communication, obtenu à l'université de Douala, également aspirant à un master de sciences politiques, option études internationales en ce moment, toujours à l'université de Douala. Voilà un peu pour mon parcours. Je vais m'arrêter là. Je n'aime pas trop parler de diplômes et bien d'autres parcours académiques parce qu'il y a bien de journalistes qui font ce métier et le font très bien sans avoir ces diplômes-là, sans avoir eu un parcours académique nécessairement très élevé et autres. Le deuxième volet de la question, c'était... Deuxième volet, justement, c'était pour savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à ce métier aujourd'hui. Quel a été peut-être le déclic en fait? J'ai suivi des études, comme vous l'avez dit, j'ai dû suivre des études justement en communication, en journalisme pour être où je suis aujourd'hui. Et c'est une passion depuis l'enfance, je vais dire ça ainsi, c'est une passion depuis tout petit. Depuis le lycée, j'ai intégré des clubs, clubs journal et autres comme il y a dans tous les établissements aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai adopté depuis tout petit. Et si je n'avais pas été journaliste, j'aurais été peut-être avocat. C'était les deux choses qui me passionnaient quand j'étais tout jeune. Et voilà, j'ai fait mon sillon, j'ai tracé mon sillon jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé par de nombreux stages, un peu comme vous, aujourd'hui dans divers médias, et à la presse écrite, à la radio et autres. Et aujourd'hui, j'en suis à Canal 2 International. Voilà un peu pour mon petit parcours que j'ai jusqu'ici. Oui, madame. Mademoiselle. Ok. C'est Caroline Cynthia. Enchanté. J'ai une question, je l'ai notée. Hein, que je voudrais vous demander, en fait, Monsieur Tipkio, vous êtes assez bel homme. Donc, je voudrais savoir si, selon vous, avoir certains atouts physiques peuvent être, comment on dit, un plus pour être un bon journaliste TV. Non, non. Et je déteste justement ça que l'on voit le journaliste ou alors le présentateur sous le prisme de bel homme et autres, non. Peut-être que pour le présentateur, c'est un atout, c'est quelque chose de bien parce que regarder un journal, c'est aussi regarder quelqu'un d'agréable à la télé. Je ne dis pas que je suis bel homme, comme vous dites, mais si vous le dites, je le prends, merci. Et justement, regarder sur cet angle-là de bel homme et autres, là, moi, ça me gêne un peu. On peut ne pas être très bel homme et être très bon journaliste, il y en a d'ailleurs. Ils
ils sont très nombreux, c'est peut-être mon cas également, et se battre à bien faire son métier. Si on est reporter, par exemple, de terrain ou alors un journaliste de la presse écrite, pas besoin d'être tellement bien physiquement, on peut être handicapé, je vais dire ça comme ça, sans rien avoir contre eux, et être journaliste, présentateur même, télé, pourquoi pas. Donc je crois que la beauté et autres, pour moi, ça passe après, c'est vraiment à ce soir. Maintenant, je crois que le tout, c'est ce qu'on a dans la tête, ce qu'on peut produire, ce qu'on peut apporter à nos téléspectateurs et autres. Voilà. Voilà. Oui, mademoiselle aussi. Oui. Bonjour Michael. Bonjour. Je suis Inès. Voilà, je voudrais tout simplement savoir comment est-ce que vous vous sentiez à vos débuts en tant que présentateur télé. Enfin, inspirez-nous, puisque nous sommes des jeunes, nous aspirons aussi au même métier que le vôtre. Voilà. Comment je me sentais au début? Non, me sentir au début, j'imagine que vous parlez peut-être de trac, de peur et autres, un peu de panique au début. Oui, et ça arrive toujours, hein, ça arrive toujours, même aujourd'hui. Et je crois que même aux plus anciens dans le métier, à quelques minutes, secondes près du lancement d'une émission, d'un JT, on se sent toujours un peu sous pression, il y a toujours un peu ce trac-là qui revient. Et puis, quand vous avez lancé, je crois, 2 à 3 minutes après, parfois c'est passé. Il faut savoir, il faut pouvoir, il faut arriver justement à contrôler ça, à contrôler ce trac-là, à contrôler cette pression-là, à contrôler cette émotion-là qui fait que vous pouvez carrément rater une émission, rater un journal juste parce qu'à l'entrée, vous avez tellement paniqué. Il y a des petites méthodes pour pouvoir contrôler ça, pour se mettre dans le bain, pour pouvoir être à point et éviter justement de se fracasser le nez, je vais dire ça comme ça. On en a vu hein, qui sont tombés à cause du trac tout simplement, pas parce qu'ils n'ont pas la capacité ou la possibilité. Vous voyez quelqu'un qui fait bien chaque jour, mais un jour, un soir, arrive et se retrouve dans le trac avec toute la pression qu'on a parfois à préparer une émission ou à préparer un JT. Donc c'est un peu difficile. Oui. Bonsoir Michael. Bonsoir. Moi c'est Trésor Yakana. Enchanté Trésor. Voilà. J'aimerais savoir, j'ai 2 questions. La première c'est de savoir comment est-ce que vous faites pour écrire? Parce que j'ai eu l'occasion de voir vos émissions, notamment vos entretiens et interviews, et la conception est très intéressante. Vous vous inspirez de quoi et comment ça se passe? La deuxième question, aujourd'hui vous réalisez votre rêve, vous vivez votre rêve. Est-ce que vous pouvez dire à la génération de présentateurs que nous représentons si il nourrit son homme? Voilà. Comment je fais pour écrire? Écoutez, on s'inspire, on fait des recherches. Le journaliste, c'est un rat de bibliothèque, quelqu'un disait ça. Non, il faut fouiller, il faut chercher, il faut lire, il faut interroger, il faut rencontrer des personnes et autres. C'est à base de cela, c'est à partir de ça qu'on conçoit un journal télévisé par exemple, ou alors une émission d'entretien comme vous avez cité tout à l'heure. Il faut beaucoup chercher, il faut beaucoup fouiller, c'est beaucoup de travail. Toujours chercher, fouiller, lire et tout le reste, interroger, comme je disais tout à l'heure. C'est un peu ça le principe du métier de journaliste. Et la deuxième question, c'était... Est-ce que vous pouvez nous affirmer si le journaliste nourrit son homme? Écoutez, bon, à cette question, je vais vous répondre. Pourquoi vous me regardez ainsi? Oui, le journalisme nourrit son homme au Cameroun. Peut-être non également. Alors dans un environnement, je vous le dis sincèrement, dans un environnement économique, surtout pour la presse au Cameroun, encore un peu difficile et sincèrement c'est difficile. Ce qui fait que les journalistes et autres travailleurs de la presse, des métiers de l'audiovisuel et autres reçoivent parfois comme rémunération, ça n'est pas grand-chose, dû justement à l'environnement économique, comme je vous le disais, des patrons de presse qui tirent aussi le diable par la queue, ça il faut le dire, parce que c'est difficile au quotidien de pouvoir faire vivre une maison de presse, c'est extrêmement compliqué avec des facilités qui ne sont pas toujours acquises et autres, ce qui fait que le journaliste n'est pas celui qui est toujours logé à la belle enseigne au Cameroun, hein. Ce n'est pas l'homme le mieux payé de la société camerounaise. Mais bon an, mal an, si vous aimez votre métier, vous le faites et puis vous vous dites les sous, ça viendra peut-être après, vous vous battez et puis vous continuez. Voilà, c'est un peu
C'est ce que je veux dire. Oui. Good afternoon, Mr. Michael. Good afternoon. Okay, I have a series of 3 questions. Yes. The first, how do you handle a hostile or uncooperative interviewee, given the fact that you present the program Parole d'Homme? Sometimes you have interviewees that are very hostile. How do you manage them on set? The second question, how do you manage the stress of a tight headline? That is, you are already on set presenting the primetime news, and suddenly your colleague enters with a tight press headline. How do you manage to present that headline? Because it's a hot information, it's a breaking news. And last question. Yes. How do you ensure your work is accurate and factual? Okay. That is information you give to the public. How do you ensure that it is accurate and factual? Okay. Permit me to answer you in French, please. Can I? Problem. Okay, thank you very much. Je vais le faire en français. Mon anglais n'est pas très bon. Je préfère ne pas m'y essayer. Comment on gère les invités parfois un peu furax sur les plateaux et autres. Écoutez, il y a des manières de calmer un invité. Vous pouvez avoir une émission, vous avez quelqu'un qui crie très fort, qui s'énerve à la limite sur le plateau. Il y a des techniques pour calmer justement l'invité. Vous lui demandez d'abord, naturellement, de se calmer. Ce n'est pas une dispute, ce n'est qu'une émission, de se calmer. Et puis, si l'invité continue de s'emporter, parfois, vaut mieux peut-être le laisser se lâcher d'abord. Et puis après, forcément, il va se calmer. Il y a des petites techniques, des petites manières qui constituent justement la gestion d'un plateau, que ce soit un plateau de plusieurs ou alors un plateau de situation en interview. Vous pouvez apporter des petits mots justement pour calmer l'invité, pouvoir poursuivre l'émission. Il y a des petites techniques comme ça. Et ça arrive constamment justement avec des personnes qui s'emportent sur des plateaux, mais on parvient toujours à les calmer. On a vu des émissions où on a carrément arrêté, stoppé, totalement, parce que l'invité n'a pas pu s'arrêter. Peut-être un invité, peut-être un plateau à 4 ou 5, et puis un invité qui décide de tout foutre en l'air, et puis vous êtes obligé de stopper l'émission. On en a vu, ça arrive constamment, mais il y a des petites techniques pour pouvoir calmer un invité qui s'emporte, qui s'énerve et bien d'autres. Maintenant, la deuxième question, comment gérer le stress pour un élément de dernière minute, par exemple, qui vous retrouve sur le plateau, c'est ça? Voilà. Mais écoutez, on prend son calme d'abord. Vous prenez votre calme quand vous recevez un élément qui vous arrive peut-être en plein plateau de JT. La première chose, ce n'est pas de diffuser. Vous prenez votre calme d'abord. Et puis, vous pouvez avoir une ou deux petites techniques de vérification d'abord. Si ça ne vous vient pas, par exemple, de votre rédacteur en chef ou bien de votre supérieur hiérarchique qui vous demande de diffuser immédiatement. Même si on vous demande de diffuser immédiatement, vous prenez votre calme d'abord. Et puis, normalement, vous avez une équipe derrière qui vous accompagne pour la production du journal. Il y a un chef d'édition, il y a un réalisateur, il y a votre rédacteur en chef qui vous indique à quel moment est-ce que vous allez passer l'élément précis. Donc, il s'arrange pour que l'élément qui vous surprend sur le plateau ne vous mette aucune pression, mais vous l'envoie au moment opportun où vous pouvez le diffuser sans aucun souci après avoir pris connaissance de l'élément qui vous a envoyé. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes satisfaite pour ça? Et puis, la dernière, c'est comment s'assurer que les éléments qu'on diffuse sont vrais, sont vérifiés, vérifiables, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais il y a des techniques de vérification. On vérifie toujours avant d'aller à l'antenne avec une information, avant de la publier, avant de la diffuser. On l'apprend dans toutes les écoles de journalisme. Il faut toujours être sûr de ce qu'on dit. On peut se tromper parfois, peut-être de bonne foi. Vous pouvez diffuser une information qui a été donnée, mais vous trompez. Là, vous vous trompez de bonne foi, mais au moins vous avez essayé de vérifier, mais toujours vérifier à 1, 2, 3, 4 sources après, avant d'amener l'information à l'antenne. C'est de ça qu'il s'agit. Jamais amener une information à l'antenne sur laquelle vous doutez un seul instant. Si vous doutez, il vaut mieux laisser tomber que donner une mauvaise information aux téléspectateurs ou alors aux auditeurs qui vous regardent ou qui vous écoutent. Bonsoir Michael. Bonsoir. Cédric Ndim. Enchanté Cédric. J'ai 2 questions en fait. Ouais. La première question,
je vais interroger la casquette de journaliste présentateur de JT. Les papiers et en fait les chapeaux des différents articles viennent de différents journalistes. J'aimerais savoir comment, je sais pas, 45 minutes, 30 minutes du journal, vous arrivez à combiner ça à votre sauce. Et la deuxième, je vais interroger la casquette de reporter et faire un petit flashback, un long flashback, même si je peux dire comme ça. Vous avez été jeune journaliste, vous êtes allé sur le terrain. Parfois, on a l'impression sur le terrain que lorsqu'on veut interviewer quelqu'un, peut-être dans le cadre d'un vox pop, il est réticent parce qu'il voit la caméra. On a l'impression que c'est une arme braquée sur lui. Alors, et a priori, il n'a pas envie de répondre. Quelles étaient vos astuces en tant que jeune reporter pour inciter votre interviewé à collaborer, à coopérer, à vous donner les informations que vous recherchiez? Ok. Merci Cédric. Pour la première question, vous avez dit les chapeaux qui arrivent 30-45 minutes. Non, déjà, les chapeaux ne doivent pas, je ne vais pas dire n'arrivent pas à 45-30 minutes, mais ne doivent pas arriver 45 à 30 minutes avant JT. Par exemple, ils doivent arriver bien avant, au moins 1 heure ou 2 heures avant le JT. Et le présentateur que je suis, je me charge tout simplement de les rédiger à nouveau, de les réécrire comme je les sens, en mes propres mots peut-être, pourquoi pas, mais sans dénaturer l'élément, sans dénaturer le chapeau d'origine. Je les réécris en mes propres mots pour pouvoir les lire. Si je dois les lire après, les lire aisément, sans difficulté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dès que vous ne prenez pas un élément que vous amenez direct à l'antenne sans en avoir pris connaissance. Forcément, vous allez vous planter. Donc, on les prend, on les récupère, on les relie. Maintenant, il y a des éléments qui peuvent vous retrouver. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Des éléments qui peuvent vous retrouver à l'antenne au dernier moment, à la dernière minute. Ce que vous faites, c'est que vous faites une mise en bouche tout simplement. Vous lisez, vous prenez votre temps, votre calme, sans pression. Vous relisez tout simplement et à partir de là, vous pouvez rendre l'élément sans difficulté. Voilà, donc la première chose, c'est toujours réécrire les lancements des collègues qui sont donnés, toujours les réécrire en vos propres mots, pourquoi pas comme vous les sentez, de façon à donner une certaine cadence, la cadence que vous voulez à votre journal télévisé. Un chapeau peut rejoindre un autre forcément, vous trouvez des petites chutes pour agrémenter et partir d'un papier à un autre par exemple. Donc c'est un peu ça. Comment amener un interviewé réticent à répondre à votre question? Écoutez, vous lui parlez, vous n'arrivez pas dans la rue avec un microphone et puis vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites « Bonjour monsieur, je voudrais savoir ce que vous pensez de la victoire des Lions indomptables hier. » Non, vous lui parlez d'abord, vous vous présentez « Bonjour, je suis tel, je travaille pour tel média, je suis en train de faire un Vox Pop ou bien des interviews sur la défaite des Lions indomptables hier. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Si vous souhaitez bien, je voudrais que vous vous prêtiez à notre micro. » Si vous abordez quelqu'un de façon polie, de la sorte, je crois que la personne, sauf si elle est très pressée ou alors si elle n'a rien à dire sur le sujet, la personne va au moins vous prêter une oreille attentive. Maintenant, il faut vous dire non et vous insistez. Vous insistez en lui disant peut-être, écoutez, on veut bien savoir. Et il y a des personnes qui refusent de parler et vous racontent tout en off. Vous disent tout en off. Maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? Vous insistez. 1-2 fois, si elle refuse de parler, vous passez simplement à une autre personne. Mais maintenant, si c'est une personne ressource que vous allez chercher, si on vous dit, allez nous interviewer Roger Mila sur la défaite des Lions indomptables hier, vous devez revenir avec Roger Mila. Alors, vous vous battez pour avoir Roger Mila. Il vous dit non, vous insistez. Vous pouvez passer par quelqu'un d'autre même pour joindre Roger Mila, pour lui dire, mais écoutez, dites à Roger que je tiens à la voir et tout, et puis il peut finir par accepter de vous parler. Maintenant, si vous êtes dans le cadre d'un workshop dans la rue, on vous demande de prendre des citoyens qui s'indignent contre la défaite des Lions hier et tout. Si vous insistez 2 à 3 minutes auprès de quelqu'un qui refuse de parler, vous passez à une autre personne, tout simplement. Vous comprenez que la personne ne veut pas parler, peut-être parce qu'elle n'a pas la capacité ou la possibilité de s'exprimer devant un micro ou bien devant une caméra, à un microphone. Vous passez à quelqu'un d'autre qui veut bien répondre à votre question. Voilà, c'est clair? Oui. Bonjour monsieur Michael. Bonsoir. Samuel Baïha. Santé Samuel. C'est un plaisir d'ailleurs de vous rencontrer face à face parce que habituellement on a l'habitude de vous voir sur le petit écran. Merci. Mais moi j'ai 3 questions à vous poser. La première,
vu le contexte socio-politique qui sévit actuellement au Cameroun, comment est-ce qu'on peut inciter les jeunes à s'intéresser davantage au métier de journalisme quand on sait que dans notre pays, nous n'avons pas de véritable école de formation qui répondent aux standards internationaux? Première question. Deuxième question, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de frasques, c'est-à-dire des écarts de comportement et une forme d'antagonisme entre la nouvelle génération qui veut entrer dans le métier de journalisme et celle qui est déjà assise dans ce métier. Maintenant, de façon singulière, vous concernant particulièrement, quels a été vos rapports au début de votre immersion dans le métier de journalisme avec vos supérieurs? Dernière question, combien de temps il vous faut pour préparer des émissions à forte audition telles que Parole d'Homme? Merci. Première question sur les écoles de formation en journalisme. Comment inciter les jeunes à s'intéresser davantage quand on sait que dans notre pays, on n'a pas de véritable école de formation? On n'a pas de véritable école de formation. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Qui répondent aux normes internationales. Parce que généralement dans nos écoles, je prendrai par exemple le cas de l'ESTIC. Oui. Ça veut dire on devrait dans ces écoles avoir des formations théoriques et pratiques. Mais l'inverse est parfois mal de le constater, que nous avons plus de théorie et moins de pratique, parfois pas. Ça veut dire parfois on vous parle, on dessine sur un tableau ou avec des croquis, une caméra, mais vous ne l'avez pas vu. Et d'autres objets encore. Oui, je suis toujours pas très d'accord, mais bon, on va accepter comme ça. Mais non, dit qu'il n'y a pas de véritable école de formation, comme je disais, je n'accède pas totalement à cette thèse. Si on a des pratiquants jusqu'ici, au Cameroun, ça suppose que le métier peut se faire et que des gens qui sont formés à des écoles camerounaises pratiquent au quotidien. Ils sont très nombreux, ces journalistes qui sont formés au Cameroun. Il n'y en a pas beaucoup. S'il faut faire le ratio, je crois qu'il n'y en a pas énormément qui se forment nécessairement à l'extérieur. Et une autre astuce, c'est quoi? C'est qu'ils sont nombreux, ces journalistes justement qui sont formés ici au pays et qui suivent des formations à l'extérieur. Que ce soit en ligne, par correspondance, comme vous le savez, et bien d'autres en a, ou bien ceux qui s'en vont pour suivre des formations et reviennent après. Je crois que ça ne devrait pas constituer un découragement pour un jeune qui veut exercer le métier de journaliste. Non, il faut y aller, il faut vous inscrire dans une école de journalisme agréée, voilà, agréée, une école qui est acceptée, qui peut vous délivrer un diplôme à la fin de votre formation. Maintenant, la théorie et la pratique, ça ne concerne pas que le journalisme au Cameroun, vous le savez. C'est une question qui se pose dans les universités et autres et tout. Et puis avec la nouvelle réforme universitaire, on a tant chanté, non, on va passer, et ce sera désormais 50% de théorie, 50% de pratique. Ce n'est pas toujours le cas, mais je crois que peu à peu, quand même, on avance vers ça. Et un jeune qui veut vraiment aller loin, qui veut vraiment se frotter à ce métier, essaye lui-même, se bat lui-même à pouvoir se frotter à la pratique au quotidien. Je crois que c'est possible, il y a des manières de le faire et vous savez exactement de quoi est-ce que je parle. La deuxième question, c'était sur le conflit générationnel, c'est ça? Entre la jeune garde et les vieux du métier, si je peux dire ça comme ça. Non, je crois qu'on ne devrait pas regarder ça comme ça. Pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, j'ai chuté en disant, oui. Quel était vos rapports lorsque vous vous immergiez dans ce métier? C'était l'autre question, je devais y arriver. Quand je dis pour moi, le problème ne se pose pas, c'est pour dire que moi, personnellement, je n'ai pas vécu ce problème. Il y a ce qu'on appelle justement le respect. Si vous respectez vos aînés, tout simplement, vous leur accordez de la considération, je crois que vous n'aurez aucun problème avec personne. Vous ne pouvez pas arriver quelque part et vous voulez donner l'impression que vous savez courir plus que ceux qui sont là depuis des années et autres. Non, je crois qu'il y a
ce respect-là qu'il faut vouer aux aînés, aux précurseurs du métier, à ceux qui sont là depuis, les écouter, vous abreuver de leurs conseils et bien d'autres pour pouvoir émerger également. Et ils sont nombreux, hein, ces aînés justement, qui tiennent la main de ceux qui viennent d'arriver pour leur dire, mais écoutez, marchez par ici, voici le chemin à emprunter pour vous en sortir dans ce métier autre. Non, je crois que le conflit de génération, pour moi personnellement, ça n'existe pas parce que je ne me suis pas personnellement frotté à cette difficulté-là. Et la dernière question, c'était sur quoi encore? Combien de temps il vous faut, par exemple, pour préparer une émission telle que Parole d'Homme? Une émission thématique. Bon, dit qu'il y a un temps limité, ce serait un peu menti. Il n'y a pas de temps limité pour ça. Vous pouvez préparer une émission pendant une semaine. C'est-à-dire, dès lors que vous savez que je vais recevoir telle personne dans une semaine, vous êtes en perpétuelle préparation. Jusqu'à quelques secondes du lancement de l'émission, vous êtes toujours en préparation. La toute petite info, la dernière info, le dernier scoop peut vous permettre de changer l'entretien, de faire une émission autrement que celle que vous avez préparée depuis longtemps. Vous pouvez prendre du temps pour vous asseoir, écrire vos questions, les préparer et bien d'autres les écrire, mais au dernier moment, vous vous rendez compte que non, la trame de votre interview, ce n'était même pas ça qu'il fallait, mais vous avez un élément qui vous vient de quelque part, vous êtes à 1 heure de votre émission, qui vous amène à presque tout changer, à bouleverser les questions, peut-être la première qui devient la dernière et autres. Donc vous êtes en perpétuelle préparation jusqu'au moment où vous entrez dans votre studio. Vous êtes toujours en train de préparer l'émission jusqu'à ce qu'elle soit lancée avec votre invité. C'est bon, on a terminé. Voilà. Si on a terminé, chers amis, je vous remercie. On avait fait un pacte au début que vous ne poseriez pas des questions difficiles, mais vous avez tout fait pour me coincer. Bon, et c'est pas grave. Je crois que j'ai répondu à vos attentes. Merci. On peut continuer en off. J'ai pas de problème avec ça. Tant que j'ai un peu de temps, on peut toujours discuter. Ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous remercie infiniment d'avoir été attentif à ce programme. Je remercie les initiateurs, Joe Matrix à la manœuvre, Madame Joyce Fotso, l'initiatrice, et tout le staff de Canal 2 International qui vous permet justement de vous mouvoir dans le cadre de ce stage au sein de la télévision Canal 2 International. Je vous souhaite bon courage et j'attends aussi de voir le vainqueur à la fin. Bon courage à vous. À bientôt. Merci. Si vous faites un plateau de plus d'une personne, contrôlez votre axe, champ contre champ, 180 degrés, positionnement fixe, choisissez un côté. Parce que quand vous venez, on ne vous impose pas un côté au départ. C'est vous qui vous imposez un côté. Si vous imposez un côté, vous avez obligation de respecter ça jusqu'à la fin. Sauf si, au moment de quitter d'un côté à l'autre, vous montrez au téléspectateur que je suis en train de me déplacer. Exemple, je peux être ici. J'ai mon sujet là. J'ai la position comme A. Hein? C1, C2. Ici. Je peux prendre la cam ci. Je la mets ici. Pour porter la cam une s'y mettre ici, il faut que le téléspectateur voie. Il faut qu'il soit en train de voir le déplacement. La rotation est en train de se faire. C'est comme si vous êtes sur un virage. Quelqu'un vous voit venir, subitement vous voit rentrer. Ça n'a pas de sens. Mais si vous avez une route comme ça et un rond-point ici, quelqu'un vous voit venir, subitement vous voit rentrer. Pas dire que mais ça, celui-là est bête ou quoi. Mais si il vous voit venir faire comme ça, même si on ne vous montre pas en train de finir le rond-point, même s'il ne vous montre pas en train de finir de faire le rond-point, et quand vous montre c'est déjà en train de rentrer, il va comprendre qu'entre-temps, vous avez roté. D'accord? Le téléspectateur n'est pas bête. Si vous voit venir d'une route et qu'il y a un rond-point devant, subitement vous voit rentrer, il va dire, hey. C'est pour ça que des fois, derrière la télé, vous visionnez, vous tiquez un peu, mais vous ne pouvez pas justifier ce qui vous fait tiquer. C'est ce genre de choses. Comme vous n'êtes pas professionnel de la chose, tu vois à la télé, à un moment, tu fiasques, un truc t'énerve. Tu ne peux pas justifier. Quelqu'un te dit quoi?
puisque c'est le film là qui m'énerve. C'est pas tout le film qui t'énerve, c'est une petite action comme ça qui t'a mis sur les nerfs. Parce qu'on n'a pas pu justifier ce que tu as vu. D'accord? Ça, c'est le cas. Si vous voyez une voiture venir d'un route, subitement la même voiture rentre. Mais si vous voyez la voiture faire le rond-point, tac, même si la voiture ne finit pas de faire le rond-point et que vous la retrouvez ici, vous allez comprendre que entre-temps, elle a roté. C'est la même chose ici. Si vous voulez quitter du point du côté A au côté B, vous pouvez justifier. Ça veut dire que dans le déplacement, vous lancez le règle, vous ne coupez pas. On vous voit partir, le gars vous voit partir. Dès que vous traversez seulement l'axe, ça veut dire que vous traversez l'axe même de 2 centimes, il voit la rotation de l'axe. Même si vous coupez, vous vous retrouvez de l'autre côté maintenant. Une caméra ici, une caméra là-bas. Lui va comprendre qu'entre-temps, vous avez roté. D'accord? Ça, c'est toujours la notion de raccord. Nous sommes toujours dans raccord, mais dans raccord action. Et l'élément de notre accord action, l'élément le plus important de notre étude sur les raccords en action, c'est la loi de 180 degrés. On appelle ça couramment la loi de 180 degrés. Dans beaucoup d'écoles, on ne vous met pas tous les angles là, on se met à éliminer. Quand vous arrivez, on vous dit seulement la loi de 180 degrés. D'accord? On ne vous fait pas comprendre qu'il y a d'autres angles. C'est toi-même qui dois comprendre qu'à l'école, tu as fréquenté. Il y a 360, il y a 180, il y a 90, il y a 80, il y a 45. Voilà les angles qu'on montre trop. Quand on arrive en formation, on vous dit seulement que la loi de 180 degrés, boum, on commence seulement à vous faire des petits cours dessus. Vous connaissez seulement qu'il y a la loi de 180 degrés. Maintenant, avec ces genres de démonstrations, vous comprenez, ça vous donne un plus dans la connaissance de la loi de 180 degrés. Et vous amène chaque fois à être hyper vigilant. Hyper vigilant. Beaucoup de techniciens de l'audiovisuel formés, je ne sais, ont ce problème de la loi de 180 degrés. Même quand vous discutez comme ça, ils ont ce problème. Ce n'est pas de leur faute. Même dans des écoles là où la formation est coriace, si tu es distraitement tout petit peu, la loi va t'échapper, va te suivre jusqu'au bout. D'accord? Ça, c'est la loi de 180 degrés. Ça, nous étions ici. Si tu portes la caméra, si tu mets seulement ici, tu refais le truc, ça, tout sera faux. Parce que tu aurais déjà fixé, ça, la cam, si c'est pour celui-là, tu l'aurais déjà fixé sur son bord. Maintenant, quand lui va se retrouver sur le bord de celui-ci, et peut-être du côté droit de celui-là, le téléspectateur va demander que, mais il a fait la magie. C'est parce que l'équipe chargée de faire ce travail-ci a eu à rater l'axe. Soit le réalisateur, soit le cadreur, si c'est le cadreur qui est en charge, soit le réalisateur, si c'est lui qui est en charge. Ils doivent veiller. Et le cadreur et le réalisateur doivent veiller. Maintenant, si tu es cadreur et que le réalisateur t'amène à traverser l'axe, attire son attention, ça peut lui échapper. Donc vous devez veiller à ça. Ça peut lui avoir échappé. Vous lui dites que non, Réalo, il semble que nous sommes en train de faire une faute là, une faute grave. Il dit quoi? Il dit que l'axe de 180 est en train d'être raté. Il va dire, hey, si c'est que ça lui avait échappé, il va dire, hey, ça fait là pour être vrai. Il regarde encore, il dit que tu as raison, merci. C'est là où la collaboration dans notre métier est une règle d'or. Le réalisateur ne veut pas dire que tout est là, mécaniquement, non. En des moments, il peut avoir des trous de mémoire. Il peut avoir des trous de mémoire. Il peut vous dire ce qui est faux. Mais maintenant, vous, cadreur, vous pouvez lui dire que, gars, nous sommes en train de couper l'eau, nous sommes en train de faire une faute grave. Quoi? Il y a ceci, il y a cela. Il va se remettre, regarder, et vous dire merci, et on continue. D'accord? Il vous dit merci, on continue. Donc la loi de 180, c'est une loi terrible. La loi de 180 ne viendra plus nulle part. Ça vient dans les raccords. Si vous ne réussissez pas à comprendre ça dans l'étude des raccords, c'est que vous ne comprendrez plus. Jamais. C'est pour cela que j'insiste dessus. J'insiste dessus parce que si c'était en formation longue, moi j'aurais fait ça en 1 mois. À raison de 4 heures par semaine, j'aurais insisté sur ça. D'accord? Donc, le raccord entre, ça fait partie d'un élément très important du vocabulaire de l'audiovisuel du cinéma. Tant qu'il n'y a pas de raccord, tout ce que vous faites, vous allez jeter.
ne vous trompez pas, vous allez jeter. Sauf si vous allez faire une succession d'agencement des plans qui passera le temps à énerver les téléspectateurs. Quand dans le film, tous les raccords sont respectés, tous les plans qu'on a besoin sont là, tu montes, le monteur est content. À la fin, toi-même, vous-même, vous regardez le film comme ça, vous dites « Yes, papa, moi j'ai travaillé ». Vous passez, on vous montre du doigt. C'est parce qu'il y a ces petites règles. Si vous passez d'ici à là sans justifier le fait que vous traversez l'axe de 180 degrés, c'est que c'est une faute lourde, ça choque. D'accord? Mais en passant d'ici à là, si vous faites un travelling en rotation, c'est-à-dire que vous lancez votre règle, vous laissez, vous vous déplacez, le téléspectateur voit comment vous partez. Dès que vous traversez l'axe, il va voir comment l'autre est en train de faire ça. Si vous coupez en ce moment, portez votre caméra positionnée, filmez, et que le sujet qui était à droite se retrouve à gauche, il comprendra qu'entre-temps que ça a bougé, il a vu bouger. Le téléspectateur a vu bouger, a vu l'action partir. D'accord? Le téléspectateur a vu l'action partir. Quand vous êtes derrière la télé et que vous êtes un peu distrait, vous comprenez seulement but. Qu'est-ce qui vous énerve? Ce qui vous énerve, c'est que vous n'avez pas vu l'action de but. Vous n'avez pas vu comment le ballon est parti. Vous comprenez seulement but, vous trouvez le ballon dans le filet. Vous attendez le ralenti. C'est là où les gars ont créé le slow motion, le ralenti. Vous dites aux gens que voilà comment l'action est partie. Même ici dedans, si vous ne créez pas ce genre d'action, c'est que en traversant l'axe, ça sera à jeter. Vous serez toujours le plus piètre de tous les cadreurs qui puissent exister. La faute de l'axe de 180 degrés en matière d'audiovisuel, en matière de prise de vue, est la faute la plus lourde. Est la faute la plus lourde. Une image peut être floue. On dit que peut-être il a été un peu distrait. Ou bien il a mal aux yeux. Une image peut bouger, on accepte. Mais si vous ne respectez pas l'axe de 180 degrés, c'est que vous êtes l'un des plus piètres de votre génération. D'accord? C'est ça. Oui. Il y a un devant derrière. Oui, monsieur. Donc ça veut dire que si par exemple, disons, pendant un défilé, vous êtes en train de filmer une image, vous ne devez pas traverser la route pour filmer. Posez la question, ne dis pas. Non, c'est que je suis en train de poser la question. Oui. Que si vous êtes en train de filmer le défilé, vous êtes par exemple au côté gauche. Vous savez réellement, vous ne devez pas traverser au côté droit pour filmer, pour continuer, pour filmer le défilé. C'est fini. Oui, monsieur. Oh, ok. C'est pour cela que quand vous voyez le défilé, à la base, les gars viennent du côté peut-être gauche de votre écran, entrent, sortent à droite. À un moment, la suite du défilé, les gens viennent encore à droite, pas à gauche. Pourquoi? L'axe de 180 n'a pas été respecté. Quand vous venez au défilé, choisissez votre côté. Si vous choisissez votre côté, vous restez là jusqu'à la fin. Sauf si vous voulez aller faire les images des tribunes, parce que les tribunes ne sont pas dans le défilé actif, ils sont dans le défilé assis. D'accord? Alors si ceux qui défilent marquent les pas, passent devant la tribune, soit d'honneur, vous vous êtes mis du côté droit de la route, finissez votre défilé du côté droit de la route, pour donner un sens du début à la fin. Ne faites pas que vous êtes du côté droit de la route, quand vous voyez que ceux de l'autre, du côté droit là, les gars là ont les rangers, les militaires là ont les rangers bien cirés, ou bien les majorelles là, celles qui dansent bien de l'autre côté, vous courez, pas vous traversez, vous refaites le même film en circulation. Faux! Si vous choisissez un côté, ça veut dire que vous avez déjà choisi dans l'axe de 180 un sens. Vous avez donné un sens dans votre axe de 180. Restez sur le côté là jusqu'à la fin de votre défilé. Ne quittez de ce côté que si vous voulez faire les plans à la tribune. Même à la tribune, vous donnez un sens du regard qui est un 180 par rapport au défilant. D'accord? Si les défilants viennent de la gauche vers la droite, les gens de la tribune vont regarder vers la droite.
Parce que s'ils viennent comme ça, les gars de la tribune sont assis comme ça, voilà leur droite là-bas, voici leur gauche ici. Par rapport à l'axe de 180, ils viennent comme ça, donc les gars de défilé vont regarder comme ceci. Soit comme ceci, soit devant eux. Bon, de temps en temps, puisque dès que ça passe, ça veut dire que l'action est déjà passée. Dès qu'on traverse la tribune d'honneur, le désordre commence. Ça veut dire qu'ils ne sont pas trop attentifs. Ils sont attentifs du haut qui viennent là jusqu'à la traversée devant eux. Le regard va faire ça. Le mouvement va toujours ceci, la tête fait ceci. Il accompagne l'action du défilé. Dès qu'il finit de voir, il repart chercher. Finit de voir, il repart chercher. Donc si vous faites un moment, ils font ça. Après un temps, les défilants commencent à revenir par ici et ils seront toujours en train de faire comme ça là. Ça veut dire qu'il y a une faute. Tu as compris, non? Si tu as l'occasion de faire les défilés là où tu vas te trouver demain, tu choisis un côté, choisis le côté jusqu'à la fin. Généralement, les défilés, surtout les images qui viennent en région, même ici à Douala, à Yaoundé, les gars commencent, on défile de la gauche vers la droite, peut-être 5 minutes, un moment maintenant, l'autre 2, 3, 4, 5 minutes, ça vient de la droite vers la gauche. Les gens font comme ça, ils partent comme ça, après on part comme ça, parce que lui, il traverse, il voit un gars qui est bien habillé là-bas, il cherche l'image là, il court, il part là-bas. Dès qu'il finit de prendre l'image là, ça passe, il reste encore, il traverse de l'autre côté. Non. Partout, c'est ce que vous voulez faire dans notre métier. Dans notre métier, pas dire dans votre, dans mon métier. Dans notre métier. Puis c'est ça que vous embrassez, ça devient notre métier. Regardez ça. Mettez ça dans la tête. Chaque fois que vous prenez une caméra et que vous voulez faire une image, c'est l'une des questions qui doit vous hanter. Même dans les salles de conférence, ça est respecté. Ne filmez pas les gens pour filmer, même si les gens sont assis dans des salles de conférence. Respectez l'affaire-ci, de 180 degrés. I love you, I need you.